Debout, c'est l'heure. Debout. Debout, c'est l'heure. Levez-vous donc. J'aime le soleil. Il fait beau. C'est possible. Voilà une belle journée. Oui. On vous attend. Les jurés sont fatigués d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillent. Rien dans leur contenance n'annonce des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devine qu'une grande envie de dormir. Comment une idée sinistre pourrait-elle poindre parmi tant de gracieuses sensations ? Il m'est impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. Et confiant, j'attends ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Il vient de déjeuner copieusement et de bon appétit. J'espère. N'est-ce pas ? Oui, je ne sais rien encore de leur déclaration. Mais je suppose qu'ils auront écarté la préméditation. Alors, ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. Que dites-vous là, monsieur? Plutôt 100 fois la mort? Oui, la mort. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau, dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré, c'est impossible. Accusé, levez-vous. Après en avoir délibéré, le jury a déclaré en son âme et conscience que l'accusé était coupable avec préméditation du crime pour lequel il comparaît. En conséquence, je prononce la peine correspondante. Condamné à mort. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? J'aurais, moi, tout à dire, mais rien ne me vient. Mon avocat cherche à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoque, l'autre peine, celle que j'étais si blessé de lui voir espérer. Plutôt 100 fois la mort, mais la laine me manque. Non! Condamné à mort. Bon, ce sera dans 6 semaines. Maintenant, je distingue clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaît plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouve des airs de fantômes.
Comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. Après quoi, les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'ils existent, et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est encombrée, et chacun ne doit passer qu'à son tour. 15 jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Enfin, la cour s'assemble d'ordinaire un jeudi, rejette 20 pourvois en masse, et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. 3 jours. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit en mettant sa cravate « Il faut pourtant que cette affaire finisse ». Alors si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié. Et le lendemain dès l'aube, on entend dans la place de greffe clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués. En tout 6 semaines. Elle a raison. Voilà 5 semaines au moins, 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Condamné à mort. Condamné à mort? Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Combien m'ont devancé qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être, qui marchent et respirent au grand air, entrés certes à leur gré et qui me devanceront encore? Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? Excusez-moi de vous déranger. Que désirez-vous à déjeuner? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça serait pour aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. En quoi puis-je vous être agréable ou utile? Je ne voudrais pas, monsieur, que vous eussiez à vous plaindre de moi ou de mes subordonnés. Comment est votre santé? Et comment avez-vous passé la nuit? Il m'a appelé monsieur, c'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas ce geôlier que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé. Et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé.
été empoigné par 3 gendarmes. Ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont emmené. Sur le chemin, j'ai rencontré un voleur du quartier. Les détenus m'ont appris à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue, hantée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimard, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu, puisque la corde du gibet est veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a 2 noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Le tôle, le bourreau, la cône, la mort. La placarde, la place des exécutions. Va dire à ma femme que je suis emprisonné. Qu'as-tu fait? J'ai tué un homme, j'ai pris son argent, sa montre, ses boucles de souliers. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Elle fait une réclamation pour me faire libérer. Ah, si je m'en sors! Mon fils, êtes-vous préparé? Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Monsieur, je suis huissier près la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. C'est monsieur le procureur général qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive.
J'espère que ma mort va lui faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. Lisez, monsieur. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui à 16h en place de Grève. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Misérable. 4 fusiliers dans le corridor. Quand vous voudrez, à votre aise. J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Si j'avais su ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment, il était impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je suis calme maintenant. Tout est fini. Bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur. Car je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Mon pourvoi est rejeté. Parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. À moins, non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Faites, si l'on veut. C'est aujourd'hui qu'on ferme les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. Voulez-vous voir? Cela vous amusera. Tenez, d'ici, vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge, comme le roi. Les argousins examinent à main les carcans de fer qu'ils éprouvent ensuite en les faisant étinceler sur le pavé. 3 portes basses vomissent presque en même temps et comme par bouffées dans la cour. Des nuées d'hommes hideux, hurlants et déguenillés. Ce sont les forçats. Quelques-uns d'entre eux, les grands noms du bagne, sont salués d'acclamations et d'applaudissements qu'ils reçoivent avec une sorte de modestie fière. La plupart ont des espèces de chapeaux tressés de leurs propres mains avec la paille du cachot, et toujours d'une forme étrange, afin que dans les villes où l'on passera, le chapeau fasse remarquer la tête. Un surtout excite des transports d'enthousiasme. Un jeune homme de 17 ans qui a un visage de jeune fille. De sa botte de paille, il s'est fait un vêtement qui l'enveloppe de la tête aux pieds. Il entre dans la cour en faisant la roue sur lui-même avec l'agilité d'un serpent. Un baladin condamné pour vol. On dirait une fête de famille. À mesure qu'ils arrivent, on les pousse entre 2 haies de garde-chiourme dans la petite cour grillée, où la visite des médecins les attend. C'est là que tous tentent un dernier effort pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, la main mutilée. Mais presque toujours, on les trouve bons pour le bagne. Et alors chacun se résigne avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. La grille de la petite cour se rouvre. Ils sortent un à un, et chaque forçat va se ranger debout dans un coin de la grande cour, près d'un compagnon donné par le hasard de sa lettre initiale. Ainsi, chacun se voit réduit à lui-même. Chacun porte sa chaîne pour soi, côte à côte avec un inconnu. Et si par hasard un forçat a un ami, la chaîne l'en sépare. Dernière des misères. Le ciel devient noir. Une
froide averse d'automne éclate brusquement et se décharge à torrent dans la cour carrée, sur les têtes découvertes, sur les membres nus des galériens, sur leurs misérables saillants étalés sur le pavé. Un silence morne a succédé à leur bruyante bravade. Ils grelottent, leurs dents claquent, leurs jambes maigries, leurs genoux noueux s'entrechoquent. Et c'est pitié de les voir appliquer sur leurs membres bleus ces chemises trempées, ces vestes, ces pantalons dégoûtants de pluie. Un seul, un vieux, a conservé quelque gaieté. Il s'essuie avec sa chemise mouillée, il crie « Cela n'était pas au programme !» Le vieux se met à rire en montrant le poing au ciel. Quand ils ont revêtu les habits de route, on les mène par bandes de 20 ou 30 à l'autre coin du préau. On fait asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés. On leur essaye les colliers. Puis 2 forgerons de la chiourme armés d'enclumes portatives les leur rivent à froid à grands coups de masse de fer. Chaque coup de marteau fait rebondir le menton du patient. Le moindre mouvement d'avant en arrière nous ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Après cette opération, ils deviennent sombres. Il y en a qui pleurent. Les vieux frissonnent et se mordent les lèvres. Un rayon de soleil reparaît. On dirait qu'il met le feu à tous les cerveaux. Tous les forçats se lèvent à la fois. Ils chantent. Ils tournent à fatiguer les yeux. Le condamné à mort. Le condamné à mort. Bonsoir. Bonsoir. Le condamné à mort. Il est heureux. Il sera renié. Adieu, camarade. Le condamné à mort. Le condamné à mort. Bonsoir. Le condamné à mort. Bonsoir, le condamné à mort. Il est heureux. Il sera renié. Pauvre petite fille. Encore 4 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre, puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose? Ah, grand Dieu, pauvre petite. Ton père qui t'aimait tant. Ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé. Qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie. Qui prenait ton joli visage rond dans sa main. Qui te faisait sauter sur ses genoux. Et le soir, joignait tes 2 mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Misérable. Quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Oh, si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'une enfant de 3 ans. Encore, si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent le prononcer.
combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable. Et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. Ah! Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile. Une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait? Ah, malheureux rêveur, brise donc d'abord le mur épais de 3 pieds qui t'emprisonne. La mort, la mort. Un moyen de fuir, mon Dieu. Un moyen quelconque. Il faut que je m'évade. Il le faut. Sur le champ. Par les portes. Par les fenêtres. Par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. Rage! Démon, malédiction! Il faudrait des mois pour passer ce mur avec de bons outils. Et je n'ai ni un clou ni une heure. Voici ce qu'est mon cachot. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc. J'ai entendu dire cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge et qui me regardaient à distance comme une bête de la ménagerie. Le guichetier a eu 100 sous. Dautin, 1815. Dautin, celui qui a coupé son frère en quartier et qui allait la nuit dans Paris, jetant la tête dans une fontaine, le tronc dans un égout. Poulain, 1818. Poulain, celui qui a assassiné sa femme. Jean Martin, 1821. Jean Martin, celui qui a tiré un coup de feu à son père au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre. Castin, 1823. Castin, ce médecin qui a empoisonné son ami et qui, le soignant dans cette dernière maladie, au lieu de remède, lui redonnait du poison. Et auprès de cela, Papa Voile, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Amour pour la vie. Le malheureux ne prenait pas un long engagement. Bory, La République. Un des 4 sous-officiers de La Rochelle. Pauvre jeune homme, que leurs prétendues nécessités politiques sont hideuses. Pour une idée, pour une rêverie, pour une abstraction, cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Et moi qui me plaignais, moi misérable qui ai commis un véritable crime, qui ai versé le sang. Voilà quels ont été avant moi les hôtes de cette cellule. C'est ici, sur la même dalle où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, ces hommes de meurtre de sang. C'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d'une bête fauve. Ils se sont succédés à courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissée. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où l'herbe pousse si bien. Monsieur, je vous attends. Hélas, lui et d'autres. Je l'aimais, mon cachot. Je le laisse vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à la filet. Me voici transféré, comme dit le procès-verbal.
Savez-vous la nouvelle de Paris? La nouvelle de ce matin? Je crois la savoir. Vous? Vraiment? En ce cas, qu'en dites-vous? Vous êtes curieux. Pourquoi, monsieur? Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie et, ma foi, c'était fort agréable. Je ne croyais pas que ce soit de cela qu'il s'agisse. Et de quoi donc? Vous disiez savoir la nouvelle? Je parle d'une autre dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. Une autre nouvelle? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle, de grâce, mon cher monsieur? Savez-vous ce que c'est, monsieur? Êtes-vous plus au courant que moi? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il? Et voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les conte à monsieur le président, et cela l'amuse. Eh bien, à quoi pensez-vous donc? Je pense que je ne penserai plus ce soir. Allons, vous êtes trop triste. J'ai conduit monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens de La Rochelle, ils ne parlaient qu'entre eux, mais ils parlaient. Des fous, des enthousiastes, ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve bien pensif, jeune homme. Jeune homme, je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Allons, vous voulez rire. Plus vieux que moi. Je serai votre grand-père. Je ne veux pas rire! Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac. Et ne me gardez pas rancune. N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. Maudit grillage. Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. Je perds plus que vous. Plus que moi. C'est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est terrible. On est à l'octroi. Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. Si c'était un mouton ou un bœuf qu'on menait à la boucherie, il faudrait jeter au douanier une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paye pas de droit. Toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. Le prêtre m'a quitté pour revenir dans 2 heures. Il a ses affaires. Attendez un instant, je vous prie. Je vais avoir du gibier à vous remettre en échange. Vous le conduirez sur le champ à Bicêtre par le retour de la voiture. C'est sans doute le condamné d'aujourd'hui. Celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. C'est bon, je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois. Cela s'arrange bien. Je voudrais une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire mes dernières volontés. Il me faut faire mon testament. Mais à quoi bon? Je suis condamné aux frais. Et tout ce que j'ai, il suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père. 3 orphelines de différentes espèces. 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes qu'ont-elles fait? N'importe, on les déshonore, on les ruine. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ou si elle va quelques jours encore, pourvu que jusqu'au dernier moment elle ait un peu de cendre chaude dans sa chaufferette, elle ne dira rien.
Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre. Du moins, l'intelligence ne souffre pas. Elle dort, elle est comme morte. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Peut-être aurais-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour, et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui. Il faut qu'elle sache par moi mon histoire, et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. La porte s'est ouverte, l'a vomi, puis s'est refermée sans que je m'en aperçoive. Si la mort pouvait venir ainsi. Qui êtes-vous? Un drôle de demande. Un frioche. Un frioche, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, ça veut dire que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va le faire avec ta tronche dans 6 heures. Il paraît que tu comprends maintenant. C'est l'autre condamné, le condamné du jour. Celui qu'on attend à Bicêtre, mon héritier. Eh, que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon père. C'est dommage que Charlot ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière, au bord des routes, pour qu'on me jetât à soupe par la portière des chaises de poste. Et l'hiver, j'allais pieds nus dans la boue, en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. Et à 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Et puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. Et on m'a pris. J'avais l'âge. On m'a envoyé ramer dans la petite marine. Oh, le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Et avec ça, on est tondu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains. Ah, n'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, ça s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassé dans mes 15 ans de galère. En travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. Oh, c'est égal. Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs. Et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il y en a sous la serpillière d'un ratichon. Que les diables soient avec le passeport. Il était jaune. Et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Et il fallait montrer cela partout où je passais. Et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de t'appliquer. La belle recommandation à un galérien. Je faisais peur. Les petits-enfants se sauvaient. Et on fermait les portes. Et personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis il fallait vivre. Je montrais mes bras bons au travail. On ferma les portes. J'offrais ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous au point. Que faire? Un jour j'avais faim. Je donnais un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignais un pain. Et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain. Et j'ai eu les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour.
On m'a remis à Toulon. Et cette fois, avec les bonnets verts, il fallait m'évader. Et pour cela, je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper. Et j'avais un clou. Je m'évadais. On tira le canon d'alerte. Car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et l'on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla au moineau. Oh, cette fois, pas de passeport jaune. Pas d'argent non plus. Et j'ai rencontré des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur quoi me proposa d'être des leurs. Alors, on faisait la grande soulasse sur le trimar. J'acceptais. Et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœufs à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et l'on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que ses pieds ne sortissent pas. Et puis, l'on dansait sur la fosse pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, agitant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre. Et à moi, tout a une fin. Autant celle-là qu'une autre. Et les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandelles se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Alors, avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais. Et il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Oh, mon affaire a été courte. Oh, ma foi. Je commençais à vieillir, à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve. Moi, je me retire à l'abbaye de Montaregret. Voilà, camarade. Ami, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le sabre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placard. Mais cela est sitôt fait. J'ai envie de ne pas me pourvoir si l'on me veut faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Faut m'être égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein? Dis, veux-tu d'amitié? Monsieur, je vous remercie. Monsieur. Vous êtes un marquis. C'est un marquis. Mon ami, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi. Je comprends. Au fait, le sanglier. Tenez. Vous êtes un marquis, c'est fort bien. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le taupe la prendra. Donnez-la moi, je la vendrai pour avoir du tabac. Les poches sont toutes neuves, le collet n'est pas usé, j'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur. Du tabac pour mes 6 semaines. Vous avez froid, monsieur. Mettez ceci. Il pleut. Vous seriez mouillé. Et puis, il faut être décemment sur la charrette. Ça ne vous trompez pas. Nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Et ne me prenez pas sa place. Tiens, ça ne m'arrangerait pas. Maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. Ce vieux voleur, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée. Puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air?
Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité. Non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité. Je suis plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur. Pouvoir le plier sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Je voudrais aussi un lit. Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Seul à seul avec une idée. Une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Pourquoi non? N'y a-t-il pas en moi une tempête? Une lutte, une tragédie. Est-ce qu'ils ont peur que je m'étrangle avec le matelas? Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Mon fils, mon fils, croyez-vous en Dieu? Oui, mon père. Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine? Volontiers. Je tâche d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes, riants, comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Mon fils, vous avez l'air de douter. Je vous ai écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Monsieur, laissez-moi seul, je vous prie. Quand reviendrai-je? Je vous le ferai savoir. Un impie. Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie. Et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti? Rien d'attendri? Rien de pleuré? Rien d'arraché de l'âme? Rien qui vint de son cœur pour aller au mien? Probablement il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler. Le lendemain, à telle heure, il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relit la page, puis il vient. Qu'on m'aille donc au lieu de cela chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés au hasard, dans la première paroisse venue. Qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien. Qu'on lui dise, il y a un homme qui va mourir et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans la charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève,
que vous traversiez avec lui l'horrible foule beuveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud, et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à genoux, et il pleurera, et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolé, et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Il croit que je dois en avoir besoin. Une table délicate et recherchée. Un poulet, il me semble. Et autre chose encore. Eh bien. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer. Cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, me portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira, quelquefois, de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. N'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort? Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qui avait compté sur la vie, il y a une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire, et pensent sans doute que pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. C'est ça. Ça n'est pas ça. Qui c'est? Une sorte de sous-architecte employé à la prison. C'est ça. Mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux. Son geste semble ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage ». Il sourit presque. Je crois voir le moment où il va me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mais ça n'est pas cela du tout. Monsieur, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. Moi, je reste là, comme une des pierres qu'il a mesurées. Criminel, avez-vous bon cœur? Non. On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. Pourquoi non? Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir? Pardon, mon criminel, 2 mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûte rien, est-ce que vous ne le feriez pas? Est-ce que vous arrivez de Charenton? Vous choisissez un singulier vase pour épuiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un? Oui, criminel, oui. Bonheur, oui, fortune. Et tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère, mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie.
Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir les bons numéros. J'en cherche partout dessus, je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que ça vous fait? Me donner 3 numéros. 3 bons, hein. Je n'ai pas peur des revenants, soyez tranquille. Et voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Et vous pouvez même venir ce soir, si ça vous est plus commode. Écoute, je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions, à une condition. Laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. Au lieu de 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. Oh, mais si ce n'est que cela. Ah, ça n'est pas pour sortir d'ici. Si fait, mais ta fortune est faite. Maintenant, tiens, et mes numéros, pour qu'ils soient bons, il faut que vous soyez morts. Oh, ma grâce. Ma grâce. On me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas. Qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat. Je veux bien les galères. 50 galères, que tout soit dit. Ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge. Mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore. Cela va et vient. Cela voit le soleil. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé 1 minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme devant une chose nouvelle. L'hôtel de ville est là, de plein pied avec la grève, sombre, lugubre, la face toute rangée de vieillesse, et si noir qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran qui a marqué l'heure reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Ah, enfin répondras-tu, vieille sorcière, qui es-tu? Ai-je dormi longtemps? Vous avez dormi 1 heure. On vous a mené votre enfant. Elle est ici dans la pièce voisine qui vous attend. Oh, ma fille. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. Qu'on m'amène ma fille.
Pourquoi n'es-tu pas venu avec ta mère? Ma mère est malade, ma grand-mère aussi. Marie, ma petite Marie. Oh, vous me faites du mal, monsieur. Elle m'a oublié. Quoi, déjà plus père? Écoute, Marie. Est-ce que tu ne me connais pas? Ah bien non. Regarde bien. Comment? Tu ne sais pas qui je suis? Si, un monsieur. Marie. As-tu un papa? Oui, monsieur. Eh bien, où est-il? Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Mort, Marie? Sais-tu bien ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur. Il est dans la terre et dans le ciel. Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. Marie, dis-moi ta prière. Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. Marie, c'est moi qui suis ton papa. Ah? Veux-tu que je sois ton papa? Non. Mon papa était bien plus beau. Vous me faites du mal avec votre barbe. Marie. Sais-tu lire? Oui, je sais bien lire. Maman me fait lire des lettres. Eh bien, essaye un peu, voyons. Ah bien, je ne sais lire que des fables. Et c'est toujours, voyons, lis. A. R. Ar. R. E. T. Ré. Arrêt. C'est ma sentence de mort qu'elle me lit. Sa bonne a eu le papier pour un sou. Il me coûte plus cher à moi. Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. Emportez-la. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Ma petite Marie, on l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres. Que cela arrête le juge prêt à juger. Que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter à bas l'échafaud après que j'y aurais monté? Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. C'est lui, le bourreau. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira.
Cette chemise est le seul lambeau qui me reste du mois d'autrefois. Oh, pardon, monsieur. Est-ce que je vous ai fait mal? Ces bourreaux sont des hommes très doux. Allons, mon fils. C'est pour ce moment redouté que j'ai gardé mon courage. Il paraît sur le seuil du guichet. Les plus près de lui battent des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'est une charrette ordinaire, avec un cheval étique, et un charretier en sarrau bleu à dessin rouge, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes monte le premier. Ils s'assoient tous deux sur la banquette de devant. C'est son tour. Il est monté d'une allure assez ferme. Cet atroce éloge me donne du courage. Le prêtre vient se placer auprès de lui. On l'assied sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. Il frémit de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. Il veut regarder autour de lui. Gendarme devant, gendarme derrière, puis de la foule et de la foule. Une mer de têtes sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval l'attend à la porte de la grille du palais. L'officier donne l'ordre. La charrette franchit la grille. Au moment où elle tourne vers le pont au change, la place éclate en bruit, du pavé au toit. Et les ponts et les quais répondent à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attend se rallie à l'escorte. Chapeau bas, comme pour le roi. Il rit horriblement, lui aussi, et il dit au prêtre: Eux les chapeaux, moi la tête. Ils vont au pas. Le quai aux fleurs en baume, c'est jour de marché. Les marchands ont quitté leur bouquet pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets, dont les entresols sont pleins de spectateurs, heureux de leur belle place, surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On loue des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes, tout plis de spectateurs. Des marchands de sang humain crient à tue-tête. Qui veut des places? Qui veut la mienne? La charrette avance. À chaque pas qu'elle fait, la foule se démolit derrière elle et va se reformer plus loin sur d'autres points de son passage. En entrant sur le pont au change, son regard s'arrête sur l'autre quai au-dessus des maisons, à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle on voit 2 monstres de pierre assis de profil. Il demande au prêtre: Qu'est-ce que c'est que cette tour? Saint-Jacques-la-Boucherie. C'est le bourreau qui lui a répondu. Rien de ce qui se passe autour de lui ne lui échappe. Chacun de ces détails lui apporte sa torture. Vers le milieu de ce pont au change, l'horreur le prend violemment. Il craint de défaillir, dernière vanité. Il prend le crucifix et il le baise. Ayez pitié de moi, ô mon Dieu. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Ou bien misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuer dans l'ombre. Tiens, regarde. Un couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. Ils se
bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et il y aura sur la place une guillotine de l'enfer, où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. Je tâche de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque chaos de la dure charrette le secoue. Il a froid. La pluie a traversé ses vêtements et mouille la peau de sa tête à travers ses cheveux coupés des coups. Vous tremblez de froid, mon fils? Oui. Hélas, pas seulement de froid. Le pauvre, il est si jeune. La charrette prend le quai fatal. Il commence à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes, aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes. Ces spectateurs avides et cruels. Cette foule où tous le connaissent et où il ne connaît personne. Cette route pavée et murée de visages humains. Il est ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Il vacille sur le banc, ne prétend même plus d'attention au prêtre et au crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppe, je ne distingue plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Ses yeux lisent machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité lui prend de tourner la tête et de regarder vers quoi il avance. C'est une dernière bravade de l'intelligence. Mais le corps ne veut pas. Sa nuque reste paralysée et d'avance comme morte. Tout à coup, la série des boutiques se coupe à l'angle de la place. La voix de la foule devient plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'arrête subitement et il manque tomber, la face sur les planches. Le prêtre le soutient. Courage! Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. Eh bien donc. Ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut, retournons-la en tous sens. Épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombeau. On apporte une échelle à l'arrière de la charrette. Il donne le bras au prêtre, il descend, puis il fait un pas. Puis il se retourne pour en faire un autre, et il ne peut. Entre les deux lanternes du quai, il a vu une chose sinistre. Oh, c'est la réalité. Il s'arrête, comme chancelant déjà du coup. J'ai une dernière déclaration à faire.